Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Sonnet Saint-Louis, bonjour. Bienvenue à Métropole. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Endel, et je vous remercie pour cette invitation. Et je pense qu'on va profiter de cette rencontre pour apporter un nouveau éclairage et sur la question des décharges des ex-dignités de l'État. Je suis disponible et disposé à éclaircir votre lanterne et celle de votre public dans la modeste mesure où je le peux. Nous parlons de décharge. Oui. Décharge, d'abord, par définition, c'est quoi? Donc la décharge, c'est comme si une déresponsabilisation. C'est comme ça que je peux définir la décharge. Et cette déresponsabilisation est accordée par qui? Par le Parlement ou par la Cour des comptes? Donc, pour répondre à votre question, Wendel Théodore, donc il faut savoir d'abord les mécanismes qui sont à la base du fonctionnement de notre régime politique, c'est-à-dire les régimes dans lesquels nous évoluons aujourd'hui. Il se trouve que, d'après la Constitution de 1987, c'est le Parlement, par le biais de la commission bicamérale, qui accorde des charges aux anciens responsables de l'État, et notamment, je parle des anciens ministres et des ex-premiers ministres. Mais la Cour des comptes, c'est une institution indépendante qui se situe donc dans la dépendance du Parlement. Donc, il faut dire que la Cour des comptes, c'est le bras technique du Parlement, et notamment le Sénat de la République, en ce qui concerne donc, la décharge. Donc, ok, je comprends bien. À quel moment on peut intervenir auprès de l'une ou l'autre institution pour exiger des charges? Donc, c'est après votre gestion en tant que ministre. Mais je vais souligner quelques spécificités. J'avais bien dit dans ma lettre adressée au président de la République que la décharge est annuelle. Donc, cela veut dire que la loi sur la comptabilité publique fait obligation à la Cour des comptes, à la fin de chaque exercice fiscal, d'adresser un rapport sur la situation financière du pays. Mais à l'occasion, la Cour des comptes aussi se prononce sur la gestion des comptables des deniers publics. Donc à ce moment-là, ce rapport doit être accompagné de ce qu'on appelle la loi des règlements, avec les nouveaux budgets. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la décharge, elle est annuelle. Ok, elle est annuelle. Ça veut dire doit être produite chaque année. Chaque année. Maintenant, on sait que le Sénat ou encore le Parlement accorde des charges aux ministres et la Cour des comptes aux directeurs généraux, peut-être... oui, alors aux directeurs généraux, c'est exact. Donc, quand la décharge est annuelle, décharge à qui? La décharge, c'est-à-dire aux dignitaires de l'État. Par exemple, les directeurs généraux n'obtiennent pas des charges du Parlement. C'est la Cour des comptes directement qui donne des charges donc aux directeurs généraux. Donc la Cour a pour devoir de produire des charges de façon annuelle. Donc quand je parle des hauts responsables de l'État, je dis que c'est les mécanismes de fonctionnement du régime dans lequel que nous vivons. Parce que l'une des caractéristiques de ce régime, c'est la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Par exemple, quand le Premier ministre se présente devant le Parlement avec son cabinet ministériel pour la ratification de sa déclaration de politique générale. Donc, si les autorités politiques du Parlement ratifient la déclaration politique générale du gouvernement, du même coup, le gouvernement s'engage devant les autorités politiques du Parlement à mener l'action gouvernementale. Donc ça, la déclaration politique ratifiée, c'est un acte d'engagement donc du gouvernement. Il s'engage. Et c'est ce engagement devant les autorités du Parlement qui donne droit au Parlement de contrôler les actions du gouvernement. Donc, les budgets n'est rien d'autre que la suite logique de la déclaration des politiques générales. Donc, par exemple, dans la situation dans laquelle nous vivons, il n'y a pas une situation de cohabitation politique en Haïti, parce qu'il n'y a pas une politique présidentielle et une politique gouvernementale. Donc, c'est le Premier ministre donc, qui fait marcher la vision
du président de la République. Quand on présente les budgets, donc, dans la déclaration de politique générale, le Premier ministre définit ses priorités. Et ces priorités sont déclinées en des objectifs stratégiques, en des objectifs généraux et spécifiques. Donc, à ce moment-là, donc, les budgets n'est rien d'autre qu'un document chiffré destiné à la mise en œuvre des politiques publiques donc, du gouvernement. Donc, à ce moment-là, c'est à partir de cela donc, que vient le pouvoir de contrôle donc, du Parlement. OK. Et j'ai retenu aussi dans votre lettre ouverte adressée au président de la République que vous dénonciez ce que j'appellerais la politisation de la décharge. Vous souhaitez que cette question-là soit dépolitisée. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce même que... Même si au niveau du Parlement, d'ailleurs, les parlementaires se plaisent toujours à le dire, à le répéter, à qui veut l'entendre, que c'est une assemblée politique. Donc vous pensez qu'on peut dépolitiser et le président peut aider à dépolitiser la question de décharge? La question, parce que la décharge n'est pas une question politique. Parce que quand je dis que la décharge est annuelle, parce que le système est conçu de manière qu'il n'y a pas de blocage. Mais écoutez, mais il y a de blocage. Mais il y a des manœuvres déloyales, je dis, qui sont propres aux antidémocrates. Par exemple, la décharge ne doit pas être constituée comme étant un outil politique. Parce que si chaque année fiscale, parce que la loi fait obligation et au Parlement de donner des décharges à travers la loi des règlements. Donc cela veut dire que la question des décharges n'aurait pas dû être posée. Parce que quand le Parlement vote le nouveau budget et la loi des règlements, c'est-à-dire automatiquement il donne des charges aux anciens ministres pour les budgets qu'ils ont exécutés. Donc on va pour le prochain budget, donc à ce moment-là... C'est-à-dire, c'est un processus qui aboutit au terme de l'année fiscale. De l'année fiscale. Il donne des charges parce qu'il vote la loi des règlements. Donc il dit automatiquement que la gestion, il n'y a rien à reprocher de la gestion de ces anciens ministres. Sinon, donc à ce moment-là, il pourrait dire, mais voilà, la Cour des comptes dit que je signale quelques imperfections dans la gestion de ce ministre. Donc à ce moment-là, le Premier ministre, donc en tant que chef du gouvernement, peut prendre des mesures qui sont... Donc à votre avis, il est possible de voir s'il y a eu détournement de fonds, s'il y a eu corruption pendant l'année fiscale. Parce qu'il y a un rapport qui est fait sur la situation financière du pays, mais il y a l'occasion aussi. Donc la Cour des comptes se prononce sur la gestion des comptables des deniers publics. Vous dites la Cour des comptes, oui. Et vous avez dit tantôt qu'il n'est pas question de la Cour des comptes uniquement. Est-ce qu'on peut dire la commission bicamérale du Parlement, la commission bicamérale et la Cour des comptes devraient, en ce sens-là, travailler étroitement la main dans la main. Et que la question des décharges au niveau de la commission bicamérale, ce serait d'abord une simple formalité. Parce que la loi de règlement est déjà votée implicitement. C'est un vœu pieux. Explicitement. Et puis vous dites que la décharge est accordée pour cet exercice fiscal. Il n'y a rien à reprocher dans la gestion de ces ministres. Donc, à votre avis, maître, il y aurait combien de dignitaires ou encore d'ex-dignitaires à être dans l'attente de leur décharge? Donc il y a beaucoup. Une centaine, je pense. Peut-être. Une centaine qui se trouvent dans cette situation. Mais il faut dire que ce n'est pas une... Parce que cette question, elle est fondamentale. Parce qu'elle porte atteinte aux droits civils et politiques de ses citoyens. Parce qu'en fait, quand on est devenu ministre, donc vos biens sont greffés d'hypothèques. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de droits civils et politiques que vous ne pouvez pas exercer. Par exemple, si vous avez 2 ou 3 maisons, si vous n'avez pas obtenu des charges, donc vous ne pouvez pas disposer de ces biens. Donc il y a ça veut dire que ces droits civils ne peuvent pas exercer. Mais aussi les droits politiques ne peuvent pas exercer parce que le Parlement ne nous dit pas qui ont été donc des véritables serviteurs de l'État. Donc sur cet aspect précis, donc le Parlement échoue lamentablement dans sa mission de contrôle. Parce que la décharge... Non, mais pas seulement le Parlement. Ce n'est pas seulement le Parlement. La Cour des comptes également. Oui, mais écoutez, la plus grande institution de contrôle du pays, c'est le Parlement. Donc le Parlement dispose d'un pouvoir général, large et absolu en matière de contrôle. Mais il y a d'autres institutions. Oui, mais la Cour des comptes... Le Parlement, je dirais, n'a pas pour obligation de donner des charges aux directeurs généraux. C'est le travail de la Cour des comptes. Absolument, c'est le travail de la Cour des comptes. Mais je dis, sur cette matière, la plus grande institution de contrôle du pays, c'est le Parlement.
Donc il échoue. Il échoue dans sa mission de contrôle. C'est l'une des plus grandes attributions du Parlement. C'est le pouvoir de contrôle. OK. Maintenant, partons du principe que les pouvoirs sont indépendants. Comment vous demandez au président de la République d'intervenir auprès du Parlement pour qu'au moins la question de décharge soit une fois pour toutes dépolitisée? Comment demander au président de le faire quand on sait que le Parlement, c'est aussi un pouvoir? C'est une très belle question, mais il y a peu de juristes qui comprennent cette question en Haïti. Il y a au moins 3 personnes qui interviennent en Haïti sur cette question. Il y a Leslie Maniga, il y a Dr Osner Févry et mon camarade de promotion, M. Guérilus Fanfan. Donc il faut bien lire l'article 136 de la Constitution. Qui dit? L'article 136 de la Constitution. Que le président est garant? L'article 136 de la Constitution dit les présidents de la République, virgule, chef de l'État. Cette phrase incise et intercalée dit beaucoup de choses. L'article 136 de la Constitution crée 2 personnages. Les présidents de la République et les chefs du pouvoir exécutif. Mais le chef de l'État est au-dessus des institutions et est au-dessus des pouvoirs. Donc c'est comme si l'article 136 de la Constitution est une sorte, et j'ai bien aimé la question que vous avez posée. Vous avez posé le principe de la séparation des pouvoirs, en ce sens que le pouvoir exécutif indépendant des 2 autres pouvoirs ne peut pas intervenir dans les attributions des 2 autres pouvoirs. Mais faites attention. L'article 136 de la Constitution peut être interprété et même considéré comme une sorte de dérogation au principe de la séparation des pouvoirs. Garantie par la Constitution. Pas garantie par la... C'est une sorte de dérogation. Mais garantie par la Constitution. Garantie par la Constitution. Par la Constitution elle-même. Parce que, parce que le président de la République est au-dessus des pouvoirs. Quand il est le chef de l'État. Le chef de l'État est au-dessus des autres pouvoirs. Oui, et à ce moment, pas le président. Mais il n'est pas le président de la République. Le président de la République, donc c'est un personnage partisan. Il est le chef du pouvoir exécutif. Par exemple, dans les cas actuels, donc Jovenel Moïse, président de la République, donc membre du PHTK, c'est un homme partisan. Politique. C'est un homme politique partisan. Mais le chef de l'État, c'est un arbitre neutre. Donc il est par conséquent le gestionnaire des conflits et des contradictions de la société. Donc c'est la raison pour à ce titre-là... Et à ce titre-là, il peut intervenir auprès des pouvoirs. Parce que quand on dit, comprenez bien cette phrase, le président est là pour assurer la bonne marche des institutions. Et si le président fait un diagnostic et il se rend compte que les institutions ne marchent pas, d'après vous, Wendell Théodore, il regarde les institutions, ne marchent pas, ou bien il prend des décisions qui s'imposent? Bon, le président peut regarder. Il regarde seulement? Non, le président. Le président. Mais le chef de l'État... Justement, je parle de la logique du chef de l'État. Ah, mais dans la logique du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État qui est là... Vous pouvez répondre, maître. Oui, le chef de l'État qui est garant des institutions, il doit assurer le bon fonctionnement des institutions et il regarde. Et il constate que les institutions ne marchent pas. Et à ce moment-là, il fait appel au chef de l'État? C'est à ce moment-là, c'est le chef de l'État qui agit. Parce que le chef de l'État est au-dessus des institutions. Okay, donc c'est à juste titre que je vous ai posé la question il y a quelques minutes, à savoir, il y aurait aujourd'hui combien d'ex-dignitaires de l'État à se trouver dans la situation où ce document-là leur fait défaut? Absolument. Vous avez dit qu'il y aurait plus d'une centaine. Plus d'une centaine. Et pourquoi les différents chefs de l'État qui se sont succédés au cours de ces 10 dernières années n'ont pas saisi l'opportunité pour faire valoir ou encore pour jouir de cette prérogative de chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions? Je me suis pourquoi ils ne sont jamais intervenus? Je me suis demandé aussi, est-ce que cette question a été portée à la connaissance du président de la République? Ok, très bien. Est-ce que cette question, et c'est la raison pour laquelle... Maintenant que vous êtes bien imbu de la question, justement, vous avez adressé une correspondance, est-ce que vous avez indiqué au chef de l'État? Justement, j'indique au chef de l'État quelle est la voie à suivre. Parce qu'il y a certains qui viendront dire, ah non, le chef de l'État ne peut pas intervenir dans les attributions des autres pouvoirs.
Parce qu'en vertu du principe même de la séparation des pouvoirs. Mais je viens de poser comme principe, Wendell, que l'article 136 de la Constitution crée deux personnages, les présidents de la République et les chefs de l'État. Et les chefs de l'État, c'est un personnage transversal. C'est l'arbitre neutre des conflits. Oui, mais s'il intervient à tout champ et n'importe où, on dira de lui qu'il est un dictateur. Oui, vous y avez pensé? Juste, on va dire peut-être qu'il est un dictateur, mais il doit assumer ses responsabilités. Comment? En fonction de l'article, enfin, en fonction des attributions que confère l'article 136 de la Constitution. Je vais vous indiquer la voie à suivre. Dans notre tradition de droit romano-germanique, regardez dans la Constitution et dans notre système juridique, c'est l'État qui protège et garantit les droits des individus. Mais il se trouve que, dans la tradition de common law, c'est le droit qui protège l'individu contre l'arbitraire des autorités publiques. Lorsqu'on condamne l'État, c'est bien particulièrement l'exécutif qu'on condamne. C'est les chefs de l'État qu'on condamne parce que c'est le chef de l'État qui agit au nom de l'État d'Haïti. Et c'est la raison pour laquelle dans ma lettre, je dis au président de la République, il faut s'adresser au Parlement pour dire qu'il y a des droits qui sont en train d'être violés ici. Parce que l'effet de ces ex-dignitaires de l'État, c'est-à-dire je parle de ceux qui ont servi dignement leur pays, ne peuvent pas trouver des charges de leur gestion, ça viole leurs droits civils et politiques. Parce qu'ils ne peuvent pas disposer de leurs biens et ils ne peuvent pas aussi exercer leurs droits politiques. Donc vous avez, exemple, prenons le cas de, vous vous rappelez l'ancien ministre Mathurin. Donc il a produit sa demande de décharge pendant plus d'une vingtaine d'années. Il est décédé, il n'a pas pu obtenir de charge. Donc c'est une situation... Est-ce que ça veut dire que ces biens sont encore sous hypothèque malgré sa mort? Absolument. Absolument. Et, Non, mais, et si on arrive à quoi? Et la question de prescription? Écoutez, mais si on arrive à quoi? La grande prescription? Et si on voit que c'est bien et qu'il avait détourné les biens de l'État? Et en quoi que l'État va-t-il se réparer lui-même? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes devenu ministre, vos biens sont greffés d'hypothèque. C'est-à-dire qu'il faut avoir un patrimoine. Et c'est votre patrimoine que vous donnez en garantie. Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes en train de gérer les biens communs. C'est-à-dire les biens qui appartiennent à tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rappelle aux ministres qu'ils ne vont pas pouvoir effectuer des transactions à partir de leurs biens une fois qu'ils sont ministres? Je me demande est-ce que certains d'entre eux sont bien imbus de la responsabilité de leur charge quand ils acceptent de devenir ministre. Et c'est la raison, la loi sur la déclaration de patrimoine. Parce que vous ne devez pas devenir ministre sans avoir un patrimoine. C'est votre patrimoine que vous... Non, mais c'est après. Oui, mais il faut avoir un patrimoine. C'est pas totalement a posteriori, mais on est ministre, peut-être tout de suite après sa prestation de serment. Justement. Eh bien, on est invité à faire la déclaration de patrimoine. Oui, mais là encore, on est déjà ministre. Justement, mais c'est votre patrimoine que vous donnez en garantie. Donc, cela veut dire quoi? Non, alors vous pensez que si on fait appel à vous, là, maintenant, on va vous dire que de venir avec tous les papiers, tous les titres de propriété dont vous disposez... Absolument, il faut le faire. Qui va vous le demander? Non, la loi exige... Le président de la République va perdre tout son temps pour vous demander de venir avec vos papiers et autres, les titres de propriété. Mais, écoutez, le Premier ministre doit s'assurer que ses ministres, que les gens qui vont être ses futurs collaborateurs respectent la loi. Parce que quand vous acceptez de devenir ministre, vous donnez votre bien, votre patrimoine en garantie. Parce que les biens que vous allez gérer, c'est les biens collectifs qui appartiennent à tout. OK. Maintenant, revenons à la question. Le président doit intervenir auprès du Parlement pour dire, voilà, il y a une situation qui mérite d'être corrigée. Et à qui il s'adresse? Au président? Il s'adresse au président des deux chambres pour dire qu'il y a une situation de violation systématique des droits humains. Et cette situation de décharge, comme la décharge, rentre dans votre mission de contrôle et que vous devez vous prononcer là-dessus. Parce que Wendell, le président de la République, je ne parle pas du chef de l'État, il est là pour veiller à l'exécution de la Constitution et de la loi. Parce que la décharge, c'est une question constitutionnelle. Sur cette question-là, donc la Constitution n'a pas été exécutée et ça rentre dans les attributions du président de la République. Il doit faire exécuter la Constitution et les lois de la République. Dans l'état actuel des choses, maître, évidemment, on va revenir sur la question, mais dans l'état actuel des choses, partant de ce que vous faites là comme plaidoirie ou comme plaidoyer,
est-ce que si on vous invite à devenir ministre, vous allez accepter l'invitation? Écoutez, la situation est compliquée, c'est la raison pour laquelle je dis, donc servir l'État ne doit pas être une façon de priver la République de ses filles et fils les plus compétents, ni pénaliser les citoyens qui ont servi leur pays. Oui, mais si ce fils ou fille, comme vous le dites, se respecte, vous pensez qu'il va accepter? Absolument, parce que la situation est intenable. Pour la simple et bonne raison, parce que la situation est intenable, parce que les institutions ne fonctionnent pas. Je vais vous dire une chose. Même les ministres aussi, ils sont responsables de cette situation. Ils sont responsables. À quel niveau? À quel niveau? Parce que si je suis ministre aujourd'hui, je sais que mes biens sont greffés d'hypothèque, à moins que je n'ai pas de biens du tout. À moins que je considère, c'est quand je suis devenu ministre que je vais avoir des biens. Mais si j'ai des biens, j'ai des maisons, j'ai des terrains, je sais qu'en acceptant le poste des ministres, que mes biens vont être greffés d'hypothèque. Et à ce moment, et à ce titre-là, je dois m'assurer à la fin de chaque année fiscale que la Cour des comptes dresse son rapport et fait un rapport sur ma gestion pour que je puisse m'intervenir auprès du Parlement pour prendre ma décharge annuelle. Non, attends. Si vous êtes ministre, vous dites. Absolument. Ou si vous êtes directeur général. Non, ça, je parle des ministres. Parce que ma lettre, ça pour les hauts dignitaires de l'État. Oui, mais pour les hauts dignitaires de l'État, vous parlez des ministres. Des ministres. Et Premier ministre. Des premiers ministres. Oui, mais c'est le Parlement, vous avez dit, qui est responsable. Oui, justement. C'est le Parlement. Parce qu'il y a des travaux techniques. Non, alors vous devez vous assurer que la commission bicamérale... Justement, il y a deux travaux qui sont faits. Il y a un travail technique qui est fait par la Cour des comptes. Et le travail technique. OK. Oh, OK. Okay. Il y a le travail technique. A priori. A priori, il y a un travail technique qui est fait parce que la Cour des comptes, c'est les bras techniques du Parlement. Il travaille sous la dépendance du Parlement, dans le cadre de la mission de contrôle du Parlement. Mais finalement, c'est la commission bicamérale qui donne des charges. Mais je dis ça aurait dû être une simple formalité et la question des décharges n'aurait pas dû être posée parce que la décharge est annuelle. Chaque année, j'exécute un budget. Donc, pour les nouveaux budgets, doit être accompagné de la loi du règlement. Et lorsque le Parlement vote les nouveaux budgets et la loi du règlement, donc le Parlement dit que ma gestion est bonne. Donc, il me donne des charges pour l'année antécédente. De votre point de vue, maître, la décharge est automatique. Est automatique. Selon la loi. Selon la loi. Et cette question n'aurait pas dû être posée. Mais que faisaient les ministres ou bien que font les ministres? Est-ce qu'ils exigent, par exemple, on va avoir un nouveau budget cette année, mais il y a un budget qui a été exécuté. Est-ce que les ministres qui sont en poste aujourd'hui exigent de la Cour des comptes que ce rapport, que la loi des règlements soit accompagnée du nouveau budget? Qui nomme les juges à la Cour des comptes? Écoute, ça, c'est extrêmement important. Vous savez, Wendell, la Cour des comptes, c'est la seule institution dont les membres sont entièrement choisis par le Parlement, notamment le Sénat de la République. Vous savez pourquoi? Non. Et c'est parce que donc, la Cour des comptes rentre dans la mission de contrôle du Parlement. Alors pour les autres institutions indépendantes, comme le Conseil électoral permanent, vous avez les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs interviennent dans la composition de la Cour des comptes. Donc, autrement dit, il y a une attribution partagée entre les trois pouvoirs. Merci, maître. On va observer la pause. Et au retour, on verra ensemble le brûlant dossier, l'épineux dossier des fonds Petro-Caribé. Les cabales, les scandales dénoncés, les démarches initiées par un groupe de gens qui ont déjà même formé une association de plaignants. Il y a des avocats qui prennent position également dans le cadre de ce dossier. Vous me direz après la pause ce qui peut advenir de cette démarche, mais ce sera après la pause. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Maître Sonnet Saint-Louis, et on parle de la nécessité de dépolitiser la question de décharge pour les ex-dignitaires haïtiens. Et voilà pourquoi Maître Sonnet Saint-Louis, qui a adressé une lettre ouverte au président de la République pour lui demander d'assumer ses responsabilités, il est avec nous ce matin. On va observer la pause et on revient pour d'autres questions. Merci de l'intérêt et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.
Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que maître Sonnet Saint-Louis, qui détient un doctorat en droit international, est avec nous ce matin. Et apparemment, si je me compte de réaction que je joigne là, et à partir de téléphone, moi, il semblait que c'est un dossier qui est fascinant, que nous avons débattu matin. Oui. Et puisque nous avons parlé de questions décharge. Oui. Et on t'a expliqué pour ça, on t'a même indiqué la voie à suivre, et que le président ou encore le chef de l'État t'a dû permettre, t'a dû intervenir auprès du Parlement pour demander parlementaires fait travail et pour demander la Cour des comptes tout fait travail. Et en termes de décharge. Et selon ou même une violation des droits, je dis on peut être un bon serviteur de l'État, ou capable d'être un bon serviteur de l'État pour une raison ou l'autre. Alors, au cas mauvais serviteur, tout, hein, parce que si vous prenez plaisir à détourner les fonds du trésor public, eh bien, bon, ça peut arriver que nous ne pas qu'à mettre dans le même lot avec un monde qui dit que bon, les mêmes, la fait travailler bien. Ouais. Et maintenant, ça peut arriver, le monde qui décide de faire travailler bien, il pénalise. Il pénalise. Donc, ou même, ou quoi que il y a une possibilité pour ça suspendre. Il y a une possibilité. Justement, Wendell, lorsque je dis que le président veille à l'exécution de la Constitution, ma vision va être plus grave encore. Et si le président n'accomplit pas son devoir, donc il est en infraction à la Constitution et au droit international. Non, mais est-ce que... Je vais vous expliquer. Il est en infraction parce que le président, parce que je pose comme principe, la décharge est constitutionnelle. Et le président est là pour veiller à l'exécution de la Constitution et les lois de la République. Oui, mais il n'y a pas qu'à outrepasser ses droits. Je dis que, écoute, c'est dans l'article 136 de la Constitution. Dit que le président assure la bonne marche des institutions, mais il dit aussi que le président veille à l'exécution de la Constitution. Il doit s'assurer que les droits de la République, que les lois et la Constitution de la République soient respectés. Il doit s'assurer le bon fonctionnement, le respect de la loi. Mais si le président n'intervient pas, je dis que si le président n'intervient pas, il est en infraction à la Constitution et au droit international. D'accord, j'ai l'impression, peut-être pas tromper moi, d'accord, j'ai l'impression que là, on prend responsabilité d'autres secteurs, d'autres branches de l'État pour voir le président. Non, c'est pas ça que je dis. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens encore pour dire. L'article 136 de la Constitution, il crée deux personnages. Bon, on dit ça déjà. Écoutez, justement, le président de la République, il est là pour veiller à l'exécution de la Constitution. Or, il se trouve que la question de décharge, c'est une question constitutionnelle. C'est-à-dire pour les ex-hauts dignitaires de l'État. Maintenant, là, il y a des droits qui sont en train d'être violés. Et si le président n'intervient pas en sa qualité de chef de l'État, donc pour faire corriger cette situation, le président lui-même est en infraction à la Constitution et au droit international. Parce que Haïti a ratifié le pacte relatif des droits civils et politiques. Et la déclaration, vous savez, de la Constitution de 1987, ces droits civils et politiques reprennent donc c'est pacte-là qui reprend dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans les préambules de la Constitution de 1987, les préambules évoquent les grands principes, mais ils ont un caractère obligatoire. Ils reprennent toute déclaration universelle des droits de l'homme dans le préambule de la Constitution de 1987. Par rapport au ensemble engagement que l'État prend au niveau international. Donc si le président doit assurer que l'État haïtien les respecte, dont il est le garant, dont il est le chef, donc s'il n'a pas accompli mission, il est en infraction à la Constitution et au droit international. Et c'est de cette question dont il s'agit. C'est parce que le fait que le président est initial dans les attributions des autres pouvoirs. Président, la Constitution de 1987 donne au président de la République des réels pouvoirs. Mais l'important, c'est de savoir comment les exercer. OK. On dit déjà qu'on indique la voie à suivre. À suivre. OK. Maintenant, on prend un exemple parmi tant d'autres. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un ancien ministre qui est Maurice en loi jeune certificat, le certificat de décharge. On prend un sujet d'actualité. La question des fonds Petro-Caribé.
est-ce que il y a une possibilité pour dossier ça, en fait, est-ce que Jean dossier ça débattre là, est-ce que c'est comme ça de débattre? La question est mal posée. L'affaire est donc maltraitée. Non, et Mabdou... Non, est-ce que c'est question mal posée? Non, c'est pas question pour être là. Ah, okay, le dossier. Le dossier a été maltraité. Il est tellement maltraité, le dossier est devenu un non-dossier. Un non-dossier. Et c'est comme s'il n'y a pas de dossier du tout. Là, vous parlez de... Le dossier de Petro-Caribé. Vous dites qu'il est devenu un non-dossier? Un non-dossier. C'est comme s'il n'y a pas de dossier du tout. Petro-Caribé? Petro-Caribé. Je vais vous expliquer comment. Comment? Le Sénat a pris la décision de monter une commission pour travailler sur la gestion des faits de Caribé. Quand il y a l'avocat là dans la commission? Et justement. Il y aurait son avocat? Justement. Le Sénat dit qu'il enquête sur les faits de corruption. Il y a une différence entre les faits de corruption et les faits de détournement de fonds Wendell Théodore. La corruption, c'est une infraction. Et une infraction subtile qui relève seule du juge pénal. Or, la Cour des comptes, dans sa mission, n'a pas la responsabilité d'enquêter sur les faits de corruption, mais elle peut enquêter sur les faits de détournement de fonds. Maintenant, puisque la corruption, c'est une infraction pénale, mais je vous dis c'est une infraction subtile. Et c'est pourquoi, en initiant une enquête sur la corruption, il ne faut pas être trop pressé. Il faut prendre du temps. Et le président de la République, je me rappelle, a fait une intervention. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit. Il dit la corruption intervient de la surfacturation. Et c'est exactement vrai. De la surfacturation dans des ententes souterraines qui interviennent entre les responsables de l'État et des institutions privées ou des personnes privées. Maintenant, si vous voulez mener une enquête sur la corruption, donc il faut d'abord voir quels sont les mouvements de capitaux qui se font autour des personnes qui étaient chargées pour gérer les biens publics. Maintenant, il peut y avoir des détournements de fonds, mais pas de corruption. Parce qu'il faut que ces détournements de fonds aient été faits à des fins personnelles. Et d'où il faut faire une différence. Il peut y avoir des gaspillages, il n'y a pas de corruption. Et c'est la raison pour laquelle, au point de vue méthodologique, la question a été mal posée. Et le Sénat de la République, en décidant de transférer les dossiers à la Cour des comptes, le Sénat de la République a pris une décision de non-droit. Il a péché. Il a péché. Parce que la Cour des comptes n'est pas parce que le Parlement n'est pas une direction dépendante de la Cour des comptes. Mais au contraire, la Cour des comptes, c'est une institution indépendante qui travaille sur le contrôle politique du Sénat de la République. Donc on ne peut pas faire. On peut faire avancer l'enquête, mais on ne peut pas faire détourner l'enquête. Ok, c'est-à-dire le Sénat de la République ne peut pas enquêter pour la Cour des comptes? Il ne peut pas. C'est la Cour des comptes qui enquête pour le Sénat. Mais vous avez dit tantôt que le Parlement est l'institution qui a le droit de mener des enquêtes sur n'importe quel dossier. Vous dites le Parlement. Oui. Le Parlement, dans sa mission de contrôle, peut enquêter sur toutes les affaires d'intérêt public. D'intérêt public, d'intérêt public. Mais le dossier Petro-Caribé, c'est pas... C'est une question d'intérêt public parce que ça concerne les biens de l'État. Oui, donc il peut enquêter. Il peut enquêter. Mais il ne peut pas envoyer... Non, il ne peut pas, parce que le Sénat est déjà saisi. Le Sénat est déjà... Parce que le Sénat de la République, c'est le Parlement, c'est un pouvoir. Oui. Et c'est la raison pour laquelle en droit parlementaire et en droit constitutionnel, on dit l'enquête parlementaire suit l'enquête judiciaire. En vertu même du principe de la séparation de pouvoir, parce que le Sénat n'est pas une direction dépendante de la Cour des comptes. Au contraire, la Cour des comptes travaille sous la dépendance du Sénat de la République. Là, je suis un petit peu perdu. Non, tu n'es pas perdu. Non. Essayez de comprendre. Oui, non, nous essayons de comprendre. Okay. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'était d'abord à la Cour des comptes de mener cette enquête et de soumettre le rapport, et d'en soumettre le rapport au Sénat? Oui, ça dépend de la nature de l'enquête, Wendell. Non. En ce qui concerne Petro-Caribé. Non, parce que si on fait l'enquête sur la corruption, donc la Cour des comptes n'a pas de compétences pour se prononcer sur les faits de corruption.
Le Sénat non plus? Le Sénat, oui, dans sa mission de contrôle, il peut le faire, parce que le Sénat dispose, le Parlement en général, dispose d'un pouvoir de contrôle très large et général. Mais pourquoi vous dites que le Sénat a péché en envoyant... En envoyant, parce que le Sénat, c'est un pouvoir, parce qu'on ne peut passer, suivant les principes en droit constitutionnel et parlementaire, donc l'enquête judiciaire, l'enquête parlementaire suit l'enquête judiciaire. Donc les dossiers ne devraient pas être envoyés à la Cour des comptes. Parce que quelle est la nature de l'enquête encore? C'est une enquête sur la corruption et la Cour des comptes ne peut pas se prononcer sur des faits de corruption. Mais elle peut se prononcer sur les faits de détournant de fonds. Parce que c'est une question qui concerne les juges pénals. Je vais vous dire, quand vous voyez la Cour des comptes, Wendell, elle fait un contrôle a priori et a posteriori. Lorsqu'il y a un contrat qui est passé, la Cour des comptes contrôle, par exemple, il voit le contrat, est-ce que les signatures sont respectées? Est-ce que la personne qui devrait signer est à sa place? Tout voir. Et puis elle regarde. Est-ce que vous... Parce que, prenons l'exemple des ministères. Ils voient que ce ministère dispose assez d'argent donc pour mener ses travaux. Et puis la Cour des comptes dit tout est correct. Parce que vous avez l'argent et puis les signatures ont été respectées. Tout a été fait selon la loi. Mais je vais vous poser une question. Pas garanti que je ne vais pas répondre non plus. Écoutez, mais est-ce que la Cour des comptes peut intervenir dans les ententes subtiles entre les responsables de l'État et les firmes privées? Par exemple, s'il y a un kilomètre de route qui coûte $1 million, moi en tant que responsable de l'État, et puis je m'entends avec ce firme privé pour dire, mais écoutez, vous allez me donner un ristourne de $50 000. Et puis il me donne ces $50 000. Dis-moi, qu'est-ce que la Cour des comptes a à voir avec ça? Et qui est-ce qui, à la place de la Cour des comptes, tu as de mener enquête ça? Justement, je vais vous répondre. Si la Cour des comptes, logiquement, peut enquêter sur les faits de corruption, qu'est-ce qui justifie la présence des ULCC et ICREF? Pourquoi multiplier ces instances de contrôle? Donc, selon même, c'est des institutions complémentaires que vous avez ou bien... Absolument, parce que ce sont des institutions de contrôle, mais chacun a sa mission. D'accord? Chacun a sa mission. Non, alors écoutez, maître, d'après nous retourner sur... Parce que je ne sais pas si il y a un bruit quelque part, si moi-même j'ai quelques points me passer, je ne pas souhaiter que le même genre. Bon, évidemment, il y a un pile auditeur et téléspectateur qui est capable, qui plus brillant que moi, qui a saisi soit dit, qui a pas attrapé avant même pour finir de moi-même j'ai quelques petits problèmes. Bon, on va comprendre question dossier Petro-Caribéa qui sont non dossiers. Les non dossiers parce que le Parlement, malgré le pouvoir de contrôle, tout ça a un rapport avec bien public. Le fait que il y a une enquête qui fait, les voyer le bail, la Cour des comptes, ou estimer que le dossier n'a pas existé, il n'est pas bon, peut-être sur le plan procédural ou bien méthodologique, il n'est pas existé. Là, un petit peu brouillé, et je comprendre plus là-dedans. Dis-moi, est-ce que c'est la Cour des comptes qui t'a doué initier enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé d'abord avant le Sénat? Est-ce que c'est ça? Écoutez, Wendell, je vais reprendre pour comprendre bien ça. Si le Parlement saisit déjà un dossier, la travail sous lit. Qui j'en saisit? Qu'est-ce qui saisit? Est-ce que c'est saisi automatique? Ça veut dire à travers commission, il dit une commission d'enquête qui montait au niveau du Sénat. Oui. Il y a une commission d'enquête, il dit qu'il y a travail sur fonds Petro-Caribé. Donc au niveau des commissions, ils ont entendu pour monter une commission d'enquête. Ça veut dire que le Sénat d'office, il saisit des questions. Ça. Ouais. Une fois que le saisit de lui, ça pour le faire qu'on y a. Maintenant qu'on y a le saisi des questions, il a mené enquête. Parce que c'est sa mission de contrôle. C'est ça, ok. C'est dans le cadre de sa mission de contrôle. Parce qu'en fait, en matière de méthodologie de la recherche juridique, nous avons un sénateur qui dit que le Sénat n'a pas qu'à mener enquête. Lorsqu'on prend contrôle, on dit contrôle, le Sénat ou bien le Parlement contrôle l'action gouvernementale. Lorsqu'on prend contrôle et action, ce sont deux concepts théoriques. Mais deux concepts théoriques qui sont très larges et qui ne me permettent pas de saisir la réalité. Maintenant, pour me saisir la réalité en matière de méthodologie, donc il faut me chercher un concept opératoire. Le concept opératoire, c'est MAPDIL ou enquête. Et puis, par rapport à l'action, les maps déclinés dans le concept opératoire et puis moi, activité. Donc, le Parlement peut enquêter sur les activités du gouvernement. Okay. L'article, écoutez, bon, leur confusion pour me retirer. L'article 118, bon parlementaire qui dit, un sénateur, il dit, mais le Parlement ne peut pas s'auto-saisir.
il a évoqué l'article 118 de la Constitution qui dit donc le Parlement enquête sur toutes les affaires d'intérêt public. Mais en tant que citoyen, Wendell Théodore, dans le cadre de notre démocratie participative, et cet article a une histoire. Histoire, ça veut dire qu'il y a une possibilité, moi-même, à des groupes de citoyens, sous forme de pétition, pour nous adresser, pour nous porter à la connaissance du Parlement une question d'intérêt public. Historiquement, c'est l'interprétation et l'application qui en ont été données à l'article 118 de la Constitution. Mais pour me revenir à la question que vous avez posée, si le Sénat, son pouvoir lié, il a saisi des questions, pour le fond enquête, il n'a pas qu'à vouer la Cour des comptes. Qui est-ce pour le voir le bail? Il vouer la justice en vertu d'un principe qui dit l'enquête parlementaire suit l'enquête judiciaire. C'est le droit parlementaire et le droit constitutionnel. Parce que la Cour des comptes lui-même qui ça le fait, son institution qui travaille pour le Parlement. Le Parlement doit arrêter sans il pas initier l'enquête là. Et puis il demandait au Parlement, gon bagay qui passe dans le cadre de ma mission de contrôle, dans le rapport là, ou bien dans le rapport là, gon bagay qui passe pas passé bien, mando pour enquêter sur question ça. Mais si c'est Sénat saisi des questions et puis l'a mené enquête, donc il n'y a pas qu'à avouer le Sénat parce que le Sénat n'est pas une direction dépendante de la Cour des comptes. Donc quand on fait ça, on modifie. Donc c'est l'inverse alors. C'est l'inverse, parce qu'on modifie le contenu de notre droit constitutionnel. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que, Wendell, écoutez, quand je dis les dossiers de non-droit, quand il y a manipulation politique, machination politique de part et d'autre, d'un côté comme de l'autre, dossier à pas bien, un dossier technique et juridique, donc les dossiers valgodés, les dossiers devenus un dossier de non-droit. Donc à l'heure actuelle, ma position de juriste, c'est qu'il n'y a pas de dossier. Donc tout ça qu'a fait, tout le brouillot là, pas aucun côté de ça, je vais introduire une question. Je ne sais pas si les gens ont pillé ou bien ils n'ont pas pillé. Mais s'ils ont détourné à des fins personnelles. La question, par exemple, vous parlez des associations de plaignants. Mais en quelle qualité? S'il est vrai. Non, il a dit comme ça que c'est petit tuyau qui va le gagner pour payer l'argent. Parce que ça m'a dit là, c'est parole que tout le monde entendait. D'ailleurs, il y a un groupe monde qui a la tête, un avocat qui décide de porter plainte. Chaque jour, il y a une conférence qui bat pour dire nombre va augmenter. Je dis, on a une centaine de plaignants. Je vais vous dire une chose. En tant que scientifique, je ne suis pas fait pour être guidé par les profanes. Au contraire, ils sont faits pour être guidés par moi-même. Et il faut assumer cette responsabilité de manière courageuse. Et le fait que les dossiers est maltraité au niveau du Sénat de la République, il y a des suspicions vraiment qui veulent croire que le monde qui t'a répété ou voler l'argent. Et la façon dont le Sénat a traité les dossiers, il mettait suspicion sous le dos, parce que la question est politisée. Et de l'autre côté aussi, en déposant plainte par devant les juges pénals contre les personnes indexées dans les rapports Beauplan et Youri, donc il mal donne. Je vais expliquer au point de vue. Dans l'état actuel de notre droit, Wendell Théodore, la corruption de son infraction pénale, s'il existe, attendez bien ça, Mabdio, un domaine dans lequel l'État exerce sa pleine souveraineté, c'est dans les droits pénals. Donc, même si... on explique ça. Je vais expliquer. C'est un droit pénal. En droit pénal, l'État exerce sa pleine souveraineté. Ok, donc ça veut dire que l'État... Donc dans ce cas-là, l'individu ne peut pas substituer au rôle de l'État pour porter plainte. Ok. Écoutez, on allait un enchaînement idéal. C'est ça. L'État, ça veut dire dans ce cas précis, l'individu, pas des phrases là, Wendell, ne peut pas se substituer à la place de l'État pour porter plainte. Pourquoi? Même si on considère la corruption comme un méga crime, comme un crime contre la justice sociale, mais il se trouve que la première victime, c'est l'État. Et c'est l'État qui est contrarié dans sa mission de justice sociale. Donc, autrement dit, c'est l'État qui est la première victime. Donc, c'est l'État qui doit porter plainte. Absolument. Contre et c'est la raison. Contre qui? Non. L'État doit initier son enquête. Parce que l'exécutif peut décider de mener la lutte contre la corruption. Et c'est la raison pour laquelle on dit, si le président veut mener la lutte contre la corruption, donc à ce moment-là, il faut poser des actes. Cette lutte peut être déclenchée au niveau du Parlement aussi. L'exécutif peut mener cette lutte contre la corruption. Mais à ce moment-là, c'est l'État qui mène
la lutte contre la corruption, mais ce n'est pas l'individu. Au niveau de la... Écoutez, quand qui chance qui gagne, excusez-moi maître, qui chance qui gagne pour que cette enquête soit menée de façon objective, si par exemple au niveau même de cet exécutif dont vous parlez, tu as des proches, des alliés qui t'ont impliqué dans la gestion des fonds pétro-caribéens. Il y va de l'intérêt du gouvernement de mener la lutte jusqu'au bout pour qui ça? Parce qu'il doit y avoir des gens qui ont géré Pétro-Caribé, qui ne pas voler fonds Pétro-Caribé. Mais il faut que la justice dise quelque chose là-dessus. Ok. Donc il va de l'intérêt du gouvernement de mener la lutte contre la corruption jusqu'au bout. Bon, pour nous arriver, vous dites qu'il y a une association de plaignants. Oui. C'est comme si bon, c'est une petite... Quand on dit peut-être une association de plaignants, peut-être c'est une petite oui, mais en fait, dans l'ensemble, c'est ça que vous voulez dire. Okay. Parce que chaque semaine, dès que vous monde qui augmente la liste, avec à leur tête, par exemple, un avocat. C'est bien beau. C'est peut-être des petites organisations de la société civile qui croient que les fonds Pétro-Caribé ont été gaspillés, donc il faut qu'il y ait réparation. Mais il se trouve que ce sont des organisations de la société civile qui doivent jouer le rôle d'intermédiaire entre les citoyens et l'État. On doit pousser l'État à mener la lutte contre la corruption jusqu'au bout. Imaginez-vous qu'on trouve un juge qui fout et pour porter plainte devant les juges d'instruction. Et pas ça? Et donc que votre plainte est correcte, elle est acceptable. Mais vous vous constituez comme partie civile. Imaginez que vous avez un procès fait. Jacques-Yvan Morin écrit un article sur les concepts clés des témoins de l'état de droit. Les 12 concepts clés de l'état de droit. Il dit que le principe de reconnaissance de la violation d'un droit implique les principes de la réparation d'un droit. Lorsque vous introduisez une action devant les juges pénals, il faut dire en quoi que vos droits ont-ils été violés. Imaginons mon jugement qui fait et pour demander réparation. Mais de quel bien il s'agit, Wendell Théodore? C'est les biens communs, c'est les biens qui appartiennent à tous. À partir de qui ça? Maintenant qu'on y a là, il y aurait pas. Par exemple, imaginons que les gens qui portent plainte, ils ont des réparations. Il y a 50 millions de gouttes. Mais ce bien appartient aussi à moi-même. Vous qui n'avez pas porté plainte. Il appartient à vous-même. À force de qui ça, je l'ai décidé, le tribunal, la justice a décidé, bon problème lui-même. Non, pas dire comme ça, ou même pas de laisser, ou pas de conseil, ou pas de. C'est la raison pour laquelle que je dis que la lutte contre la corruption doit être menée par l'État. L'État a mené la lutte contre la corruption, et puis il saisit Kayo, qu'on a acheté dans la corruption. Il saisit terre qu'on a acheté dans la corruption. Il saisit bien sur le banque là. L'État prend bien ça, le faveur. Il construit des hôpitaux qui appartiennent à nous tous. Il construit des écoles qui appartiennent à nous tous. Il construit des routes qui appartiennent à nous tous. Parce que le bien commun, ce n'est pas des biens privés liés. Donc un seul citoyen ne peut pas se constituer justement, en partie civile. Donc il se pose un problème de la qualité des biens. Donc ces biens-là n'ont pas de qualité. Je ne suis pas en train de dire est-ce que les gens sont coupables ou non. N'a fait droit. Il se pose un problème, c'est lui de la qualité des biens. Comme c'est parce droit, que en fait, comme c'est droit, vous dit n'a fait maître, et que l'autre monio c'est politique. D'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Ok. Quelle est la valeur, par exemple, de la clameur publique en pareille circonstance? Écoute, il n'y a aucune valeur au point de vue juridique. Parce que maintenant, si dossier, imaginons qu'ils sont avocats. Et il faut être sérieuse dans la lutte. Ils sont avocats et pour dire, pour 4 ministres là, ou dire accuser comme corruption. Et puis au niveau des débats, et puis me poser les problèmes de la qualité des plaignants. Tout le dossier est fini. Mais c'est ça que je me disais au début. Hein, parce qu'il se trouve... on va parler de la qualité des plaignants. Qui peut agir au nom de l'État en Haïti? La DGI? Justement. Donc ça veut dire qu'à votre avis, c'est à la DGI pour que tu aies porté plainte? Absolument, après un rapport. Par exemple, ce rapport dressé, par exemple, je parle de la corruption. Corruption, c'est un fait pénal. Et une institution qui est spécialisée, c'est ULCC, qui a fait lutte contre la corruption. Donc, il fait des mouvements de capitaux qui ont fait surfacturation, qui ont fait entente souterraine représentant l'État avec eux, détourner bien l'État. Et puis, là, pour un mouvement de capitaux, qui ont acheté bien. La Cour des comptes, ULCC, il dresse son rapport. Il voyait bailler.
le commissaire du gouvernement. Et puis il dit, voici un dossier qui est très bien monté. Et à ce moment-là, la DGI qui représentait l'État en justice, il est pour défendre l'État. Maintenant, les gens qui posent plainte là, ils posent un problème de la qualité. Ce n'est pas le fait qu'ils ne sont pas victimes, mais ils sont victimes en deuxième position. Mais première victime, c'est l'État qui est victime. C'est l'État qui ne peut pas remplir sa fonction de justice sociale, de réduire les inégalités en assurant à tous un mieux-être par l'éducation, la santé et le travail décent. Donc il se trouve que première victime, c'est l'État. Et c'est l'État, et c'est la raison pour laquelle je dis, le droit pénal, c'est un droit d'État. Tout comme le droit de l'immigration, le droit d'asile. Il y a des gens qui disent, maître, il y a des gens qui disent que parlementaires haïtiens aujourd'hui, ils ont fait de dossiers pétro-caribéens des outils politiques pour barrer la route à des ministres ou anciens premiers ministres. Selon vous? Je vais vous dire une chose. Non, je n'ai pas encore posé la question. Yeah. Selon vous, est-ce que les ministres qui t'ont gagné ou qui t'ont géré Pétro-Caribé, c'est-à-dire de 2008 à 2016, 2017 et autres, est-ce qu'à votre avis, ils sont éligibles pour jouer des charges? Est-ce qu'ils sont capables de jouer des charges? Où ça passé qui va le plus dur? Et lorsque on fait les dossiers Pétro-Caribé, nos dossiers politiques, imaginons que la Cour des comptes baille des charges avec tout le monde qui est accusé dans le rapport Pétro-Caribé. On va le dire scandale, pour qui ça? Parce que la Cour des comptes n'a pas cette compétence d'elle. Il n'a pas de compétence. Parce que qui ça va regarder dans le dossier? Il va regarder est-ce que les contrats qui ont été signés par l'État haïtien, ils ont respecté les normes. Il faut contrôler a priori. Est-ce que les gens ont gagné l'argent? Est-ce que les projets ont été exécutés? Est-ce que bail là? Et puis il bail des charges. Maintenant, on va dire oui. Même si bail des charges avec un paquet de volets, mais la Cour des comptes n'a pas de moun ça doit des voleurs, mais la Cour des comptes n'a pas qu'à détecter ça. Il n'a pas de pouvoir pour ça. Il n'a pas de pouvoir pour ça, pas de qualité, pas de compétence pour ça. Mais maintenant, dans le cas et deuxièmement, et je vais vous dire la précision encore, vous pouvez avoir des charges de votre gestion et être poursuivi pour corruption. Et c'est deux bagages différents. Non. Okay. Saisis ça, là. Ou vous doit avoir des charges de votre gestion. La Cour des comptes, c'est papier, vous va regarder. Est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que les bagages sont fait à côté posé? Vous avez respecté les lois sur la comptabilité publique. Et puis, le d'abord. Maintenant, corruption. Corruption, c'est des ententes. C'est des surfacturations qui baillent. De manière subtile, nous ne pas connaît. Pendant qu'on gagne des charges là, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que c'est deux bagages différents. Parce que la corruption, c'est une infraction pénale qui ne relève pas de la compétence de la Cour des comptes. Oui, mais puisque le dossier en vient politique, il y a des gens qui ne peuvent pas changer une décharge. Non. Parce que décharge, là, il y a deux finalités en Haïti. Ils permettent, par exemple, que bien on peut disposer de l'argent, ils permettent tout qu'on soit capable de poser candidature. Voilà. Sans quoi, on n'est pas capable. Voilà. Et c'est là qu'il est extrêmement important que le président intervienne. Le président n'a pas intervenu pour le dire au Parlement pour le bail des charges. Mais il y a une situation là qui porte atteinte aux droits civils et politiques des citoyens. Moi-même, qui c'est simple citoyen, besoin qu'on ait, est-ce que les gens qui ont géré l'argent de l'État, ils ont bien géré? Et c'est la raison pour laquelle je me dis, question des charges là, elle est rentrée dans la mission de contrôle du Parlement. Et sur cette base, le Parlement a peut-être échoué dans sa mission de contrôle. Et parallèlement, comme ça le fait encore, et en envoyant les dossiers à la Cour des comptes, et la Cour des comptes, elle dit qu'il y a compétence pour le travail sur des faits de corruption, il échoue tête dans la mission de contrôle. Donc parallèlement, toutes les institutions de contrôle en Haïti sont éclatées. Maintenant, donc le président de la République, il est là pour faire marcher les institutions. Et c'est la raison pour laquelle il dit, le président doit attirer l'attention du Parlement. Il dit, le fait que vous refusez de vous prononcer sur la question des décharges et des ex-dignitaires, il y a des droits qui sont violés. Bon, posons une question, maître. Parmi les avocats qui ont défendu bec et des ongles le dossier de détournement sur les fonds Pétro-Caribé, vous parlez pour Chitala en face? Oui, nous avons un débat. Nous avons un débat. Nous n'avons pas de problème. Wendel Mamzo. Par exemple, là, un dossier qui
bah, nous les Kawach qui sont Delma. Ils dit le côté 23 millions de dollars. Mais oui, mais on ne va pas dire comme ça nous-mêmes. 22 millions de dollars. Non, on ne va pas dire comme ça. Est-ce que ça lié? Bon, moi-même, c'est ça. À votre avis, est-ce que ça lié? Bah, on est si c'est ça lié. Oui, mais on va pas donc, dire il dit, bon, écoutez, son viaduc ou bien, bah, on est, il va n'importe non. Je fais un exercice avant. Il peut avoir détournement des fonds à des fins personnelles. Et à ce moment-là, il y a corruption. Et s'il y a corruption, ces gens doivent être poursuivis. Mais il peut y avoir aussi des gaspillages des fonds publics. Mais ça ne me dit pas là. Il faut faire distinction ça en droit. S'il y a gaspillage, ça veut dire que l'argent n'a pas été bien utilisé. Ou des droits sont responsables de l'État. Ou dit, au lieu qu'il me fait viaduc sur Delma, pour 20 millions de dollars, je crée 20 bons lycées dans Delma. Et puis je résous le problème de l'éducation. Donc ce sont des choix politiques et des choix économiques. Donc à ce moment-là, s'il existe gaspillage au Wendel Théodore, la sanction n'est pas juridique, la sanction est politique. Donc prochainement, l'équipe gouvernementale, ça, au lieu qu'elle défend un viaduc qui coûtait 21 millions de dollars, je voulais que moi, en tant que citoyen, qu'elle résout tout, intégralement le problème d'éducation dans Delma, je devais le faire 20 lycées. À ce moment-là, je ne reconduis pas cette équipe. Donc la sanction est politique, elle n'est pas juridique. Donc la sanction est juridique si les détournements des fonds ont été faits à des fins personnelles. À ce moment-là, il y a corruption, ces gens-là doivent être poursuivis. Il ne faut pas faire cet amalgame. Et dans le cas de viaduc là? Donc à ce moment-là, si vous voyez qu'il y a un écart entre l'argent qui a été dépensé et les travaux qui ont été réalisés, nous posons problème. Maintenant, je vais voir. En matière de méthodologie, je dis 21 millions de dollars, voici le travail. Pour moi-même, il y a un écart. Et puis je pose une hypothèse, je dis il y a gaspillage, ou bien il y a gaspillage, ou bien il y a détournement de fonds. Et à ce moment-là, mettons enquête en branle. Et qui est-ce qui a une enquête ça? Justement, ULCC qu'a fait. Pour le voir quelles sont... C'est ULCC qu'a fait. Justement. C'est pas ni le Sénat. Il a fait. À ce moment-là, ULCC a saisi des questions ça. Il dit quête. Là, il y a un problème qui est posé. Il y a un écart considérable entre les travaux réalisés et l'argent qui a été dépensé. Donc, comme hypothèse, il y a peut-être gaspillage ou détournement de fonds à des fins personnelles. Maintenant, je vais voir les responsables. Mais pour qui est-ce qui a signé pour l'État? Et qu'est-ce qui filme qui t'a exécuté? Et puis, je vais regarder les mouvements de capitaux qui ont fait autour des Mounzayo. Bien, il y a pas. Donc, ça veut dire que là, on est obligé de mettre au moins un an pour enquête ça? Il y a plus que même. Parce qu'il ne faut pas être pressé dans les enquêtes de corruption. Parce qu'il est trop subtil. Parce qu'il a volé l'argent de l'État. Docteur, ça c'est ULCC qui a mené l'enquête. Il a mené l'enquête ça. Ça ne veut pas dire que le Parlement ne peut pas mener cette enquête. Le Parlement a mené l'enquête là. Est-ce que le Parlement, résultat d'enquête par là, il n'est pas dû voyer le bail? Il n'est pas dû voyer le bail la Cour des comptes. Mais le cas voyer le bail en juge. Il a voyer le bail la justice. Même pour faire ça? Non, là, vous voyez le bail. Non, c'est deux situations différentes. Là, vous voyez le bail la justice là, ça ne veut pas dire l'enquête est coulée dans le béton. Maintenant, il y a des gens au niveau du parquet, ULCC, ou bien doit voir le commissaire gouvernement, il dit, ah, bon, j'ai besoin de l'assistance technique des ULCC qui est intervenu. Ou a besoin de travail avec la direction générale des impôts qui représentait l'État en justice. Enquête ça a duré 5-6 ans. Parce qu'en fait, l'on a parlé de... Parce que le président apparaît là, il dit, on va être extrêmement important, le président de la République là. Il doit y avoir une surfacturation. Maintenant, il faut regarder dans quel objectif de surfacturation ça a fait. Est-ce que c'est dans les buts de piller l'État? Mais les gens qui font surfacturation, ça le responsable de l'État qui a signé un contrat avec Fimio, il faut le suivre. Parce que c'est une infraction subtile. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des nouvelles maisons, il y a des terres, il y a ceci, compte en banque? Et puis, il faut être patient. Et puis, proche Mounzayo, parce que il a dit, quête, chef, moi-même, pas une voler l'argent, ça m'a mis sur compte, pour ma là. Il a un seul, un frère, un cousin. Donc, tout le monde dans l'entourage, il a volé autour de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas être pressé dans les enquêtes de corruption. Donc, vous maintenez jusqu'à concurrence, jusqu'à preuve contraire que pas de dossier? Pas de dossier, par la raison pour laquelle. Parce qu'il y a manipulation des côtés et de l'autre côté. De côté comme de l'autre. Parce que le Sénat, le Sénat n'aurait pas dû envoyer
les dossiers à la Cour supérieure des comptes. Oui, mais ça ne veut pas dire ça totalement, maître. Non, écoutez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dossier. Écoutez, mais juridiquement, il n'y a pas de dossier. Non, mais pas le sénateur qui a dit, mais vous retournez pour lui. Non, mais écoutez. Les vieux retournent le bon un dossier qu'on est là. Bon, ok. Parce que comme j'ai péché dans cette démarche procédurale, si vous voulez, maintenant, je vais le la justice. À ce moment-là, il faut commencer par monter le dossier. Et je dis qu'en matière de méthodologie, parce que on fait une enquête sur corruption. Il y a une différence entre corruption et détournement des fonds. Maintenant qu'on y a une méthodologie d'approche qu'on fait là, il faut aller dans la surfacturation. Il faut regarder si le travail est fait. Il faut regarder les mouvements de capitaux qui sont faits autour des mounios. Il faut regarder les ententes qui sont faites, les liens familiaux, les liens politiques qui existent dans des mounios, qui sont fait contrat. Il faut regarder tout ça pour dire il y a corruption. Est-ce que le président répond nous déjà? Le président n'a pas encore répondu à ma requête. Mais je dis que le président doit assumer sa responsabilité. Et s'il n'assume pas sa responsabilité, il est en infraction à la Constitution. Parce que la Constitution confère au président les droits d'intervenir en tant que chef de l'État. Et en tant que chef de l'État, il joue le rôle d'arbitre neutre des conflits et des contradictions. Et en cette matière, donc le chef de l'État est dépositaire des valeurs démocratiques, des valeurs des droits de l'homme et des valeurs culturelles. Il est dépositaire des valeurs des droits de l'homme, culturelles et politiques de la nation. Donc à ce moment-là, c'est à ce titre qu'il doit intervenir auprès du Parlement pour corriger cette situation. Je vous remercie, maître. Merci beaucoup, Andel. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Sonet Saint-Louis était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée. Un bon week-end avec Métropole et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.